ça monte, que ça revienne, qu'on donne les ordres, etc., il est trop tard. Ma deuxième question, à ce rythme-là, où vont s'arrêter les Ukrainiens? Est-ce qu'ils vont pas, si c'est 30 km par semaine, et même c'est davantage que ça en ce moment, est-ce qu'ils vont pas aller jusqu'aux frontières russes? Oui, alors aujourd'hui, les Russes, la fameuse mobilisation, à mon avis, n'arrivera pas à combler à temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui peut être en défaveur des Ukrainiens, c'est la météo. S'il pleut beaucoup, c'est la saison dans laquelle il pleut. À ce moment-là, ils sont obligés de se tenir sur les itinéraires, donc ils déboucheront moins. Les rivières risquent de se gonfler assez vite. Pour les franchissements, c'est toujours un problème. Le franchissement, vous savez, on avait vu, souvenez-vous des images de l'unité russe qui avait été complètement anéantie sur un franchissement. Pour faire un franchissement, il faut déjà aller à 10 km au-delà de la rivière, c'est-à-dire avoir des éléments de reconnaissance, etc., qui vous protègent. Qui vont sécuriser l'autre rive. Façon à ce que vous montiez. Donc tout ceci, c'est compliqué. Donc voilà, ça peut être des choses qui ralentissent, mais je pense que s'il y a la dynamique de la victoire pour les Ukrainiens aujourd'hui, il peut y avoir la dynamique de la défaite aussi pour les Russes, et donc ça peut vraiment accélérer les choses. Vincent, oui, le seul stratège sur lequel les Russes peuvent compter aujourd'hui, c'est le général Hiver. C'est-à-dire essayer de tenir le plus possible jusqu'à ce que les fronts soient plus ou moins figés par le gel et le froid. Si vous voulez, le problème, il est au fond assez simple. Vous ne modifiez pas le patrimoine génétique d'une armée par une manipulation d'ADN. C'est-à-dire que les défauts ontologiques de l'armée russe, ils ne peuvent pas être corrigés, ils ne le seront pas, du fait notamment de cette rigidité post-soviétique que le général vient d'évoquer. Et de l'absence d'évoquer. d'armes de précision que fournit l'Occident à Absolument, avec cette différence qualitative. On est le 2 octobre et se confronte 2022. De semaine en semaine. Ce qui est très frappant quand même, quand on regarde les cartes de près, je dirais presque heure par heure, c'est que si les avancées sont spectaculaires, qui perd une bataille n'a pas perdu la guerre. Autour de Kherson. Vous avez quand Farhad même Selim, des poches parfois qui peuvent changer Hina Minas, 2 octobre 2022. D'assez bonne qualité pour fixer ce front, quitte à dégarnir les portes du royaume. Et c'est ça qui est très frappant. C'est qu'au fond, les revers les plus cinglants, les plus humiliants, ils se jouent à quelques encablures de la frontière russe elle-même. Dernier point, et ça me paraît important, par rapport, vous savez, au socle de la statue du commandeur Poutine, je remarque que très longtemps, il y a eu chez ces turiféraires, chez ces poètes de cour, une fonction de paratonnerre. C'est-à-dire qu'on accable la bureaucratie pour mieux épargner le grand patron. Et c'est ce qui est en train aujourd'hui, à partir du moment où il a décidé de tout prendre en main, de faire du micromanagement militaire, à partir du moment où il a décidé de court-circuiter sa hiérarchie, d'enjamber le ministère de la Défense ou le chef d'état-major pour s'adresser par exemple aux blogueurs militaires, eh bien, il s'est mis en situation de devoir un jour rendre des comptes le 3 sur des choix octobre. qui ne relèvent pas de sa compétence. Car encore une fois, on le redira, c'était un espion, ça n'a jamais été un stratège militaire. Bon, Elsa. Alors, à la fois je partage et en même temps je voudrais moduler un petit peu. Je pense qu'effectivement c'est ce que nous on perçoit parce qu'on est très bien informés en fait. On est très bien informés. On est bien informés. Oui, on est très bien informés, beaucoup mieux que la plupart des Russes et c'est pas exactement ce qui perce dans la population. Maintenant, est-ce que dans l'establishment russe et notamment dans l'armée il y a du mécontentement? Oui, beaucoup. Et quand Vladimir Poutine s'appuyait encore beaucoup sur Shoigu, ça créait du mécontentement, parce que Shoigu, le ministre de la Défense, n'a pas l'appui des militaires, puisque ce n'est pas un militaire, pareil. Mais de là à penser que ce mécontentement-là est de nature à produire un changement de régime, c'est là que je mettrai le bémol. Je l'espère, peut-être en verrons-nous les signes à bas bruit ou à grand bruit prochainement, mais je pense que la population russe ne le sait pas, ne le voit pas. De la même manière que quand nous disons « Ah, à Liman, visiblement c'est le Kremlin qui avait la main et on a ordonné à ses soldats de ne pas battre en retraite jusqu'au dernier moment alors que c'est... » Jusqu'au discours de Vladimir Poutine vendredi, pour ne pas perdre la face. Les Russes ne le voient pas, ne le savent pas, sauf ceux qui ont envie de chercher une autre information, donc qui ont déjà de gros doutes ou une conviction d'opposant. Bon, moi la question essentielle se pose du coup, parce qu'on reste sous le coup de ce discours de vendredi. On reste sous le coup de cette idée qu'à partir du moment où ces territoires sont russes, partie intégrante du territoire russe, tout doit être fait pour les sauvegarder parce que la Russie défend ses frontières, même l'utilisation de l'arme nucléaire. Que se passe-t-il depuis vendredi? L'armée ukrainienne, méthodiquement, grignote ces territoires qui sont officiellement déjà russes. Or, elle s'y attaque. Elle s'y attaque dans le sud, elle s'y attaque dans le nord, et que se passe-t-il? Rien.
Pas d'utilisation d'armes conventionnelles très très lourdes, pas d'utilisation d'armes nucléaires. Donc la question, est-ce que le bluff de Poutine, vous vous souvenez, je ne bluffe pas, est-ce que ça n'est pas le moment de vérité de ce point de vue-là, Vincent? Vous vous souvenez peut-être que ce soir-là, précisément, ma réaction spontanée avait été de dire, c'est un peu comme dans une cour de récréation, quand on éprouve le besoin de répéter 3 fois dans le même discours, ce n'est pas du bluff, c'est vraisemblablement qu'il y a une incertitude et en tout cas un doute légitime à cet égard. Et si vous voulez, moi ce qui me frappe précisément dans le discours, on a quand même une situation historique quasiment inédite où vous annexez un territoire que vous contrôlez de moins en moins. C'est quand même assez déroutant. Assez tout en disant nous ferons tout pour le conserver. Oui, bien sûr. Et puis, si vous voulez, il me semble aussi que, autre paradoxe très Il faut s'attendre à un piège. Vous avez un pays aujourd'hui que tente de fuir de la part de la Russie. Nombre de ses fils, non pas parce qu'ils sont agressés par l'extérieur, mais parce qu'ils sont agresseurs d'un autre pays souverain. Donc ça fait quand même mis bout à bout. Et moi, très franchement, le discours de vendredi, je ne l'ai pas trouvé ni lyrique, ni impressionnant. Grandiloquent. Oui, mais d'ailleurs, exclusivement dirigé contre l'Occident. Oui. Regardez le nombre d'occurrences Ukraine, il y en a 1 ou 2, et il y a 12 ou 13 références explicites à ce qu'on appelle l'Occident collectif, l'Occident global, etc. Donc il a essayé de hausser la mire en disant que le véritable ennemi, c'était ceux qui avaient juré la perte de... C'est vrai, mais général, tout le sous-entendu de cette absorption, entre guillemets, des territoires ukrainiens, c'était maintenant qu'ils sont russes, nous les défendrons jusqu'au bout avec tous les moyens, y compris nucléaires. Et là, sous nos yeux, on a la preuve que les moyens sont bénéfices. C'était le discours chargé de nous faire peur. C'est ça. Le nucléaire en permanence. Pour moi, ce que je retiens du discours de vendredi, c'est pas ça du tout. Ce que je retiens, c'est l'autre guerre qu'il veut mener. La guerre contre la civilisation, la guerre contre notre façon de voir, notre façon d'être, la guerre de la vieille Russie contre l'Occident. Et c'est ça que je retiens. La guerre territoriale, finalement, il n'en a pas beaucoup parlé. Hein. Il a dit, ça y est, les 4 sont sous notre coupe, et puis terminé, on passe à autre chose. Voilà, mais tout ça était quand même fait pour célébrer cette annexion, entre guillemets, au territoire russe, oui, Denis. Oui, mais en effet, le discours de vendredi, il était principalement, me semble-t-il, destiné à coaliser les ennemis de l'Occident, à envoyer un message à l'Afrique, à l'Asie, à tous ceux qui ne partagent pas nos valeurs ou qui les redoutent, pour qu'ils s'allient à lui. C'était plutôt ça son cadre. Et par ailleurs, sur la défense intransigeante du territoire russe, c'était aussi un message à l'égard de l'Occident. Il a occupé ces territoires sans les annexer pendant longtemps, il peut les annexer sans les occuper complètement. Ça, c'est la fluctuation de son front. Par ailleurs, le message qu'il voulait dire, c'est « je ne reviendrai pas en arrière sur les motifs, les buts de ma guerre ». Donc vous, occidentaux, comprenez bien ça. Je ne reviendrai pas en arrière. Donc ça peut d'ailleurs ouvrir un jour la possibilité d'une discussion sur certaines bases. C'est d'ailleurs une question que je voulais poser au général, c'est que au rythme où on va là, c'est-à-dire ça permet d'éclairer peut-être sa position à lui, au rythme où on va là, au rythme de grignotage actuel, combien de temps ça prendrait, toutes choses égales par ailleurs, à l'Ukraine pour récupérer les 20% de territoire que Poutine a annexé des mois et des mois? Un certain temps, dit-on. Non, mais c'est la réponse facile. Non, mais je le disais tout à l'heure. Est-ce que la dynamique de la victoire va provoquer une dynamique de la défaite? Donc est-ce que ça va accélérer pour les Russes? La météo, ce qui se passe sur le terrain, et je crois qu'il faut bien séparer Kherson et le Donbass et la Crimée. C'est un autre sujet. Et donc, la Crimée, on la laisse à part. Ouais, j'ai un peu le sentiment, les choses de la mettre de côté. J'ai un peu le sentiment, pour aller au bout de ma pensée, qu'on voit par cet affrontement qui va durer, que désormais, il paraît impossible que Poutine remporte une victoire, mais il n'est pas pour autant probable qu'il subisse une défaite définitive, c'est-à-dire que les territoires qu'il a annexés soient définitivement occupés par l'Ukraine. Donc on rentre quand même dans une guerre d'opposition longue, c'est ce qui me semble. Tout paraît, à la lumière de ces dernières heures, Elsa, tout paraît possible, Milly. Oui, et il sait très bien que la guerre, et c'est aussi
la raison pour laquelle ce discours est orienté vers nous. Il sait très bien que désormais, il a perdu militairement, qu'il peut perdre plus si le soutien militaire se poursuit sur le terrain. Ils ont la rage. Il peut perdre ces territoires dont il a annoncé l'annexion fictive ou réelle, peu importe. Il a annoncé, les Russes ne vont pas aller en détail voir sur le territoire. En revanche, si l'Ukraine peut clamer d'ici quelques mois qu'elle a repris, par exemple, l'oblast de Donetsk, là, le camouflet sera important. Il sait donc que le point faible, c'est nous, et c'est nous qu'il convient maintenant de démotiver, d'effrayer à coups d'arguments nucléaires qui sont tout à fait, à défaut de plausibles, possibles, et puis aussi nous inquiéter en termes de élargissement du champ de la guerre, intervenir en mer Baltique, peut-être nous faire trembler dans d'autres espaces où nous avons des influences et des intérêts, mais c'est nous qui sommes désormais le maillon faible. Il est urgent et indispensable pour les Russes que le soutien militaire à l'Ukraine s'arrête. Alors, deux questions justement sur le nucléaire. La première, c'est effectivement le recadrage de Kadyrov par le Kremlin. Donc Kadyrov, qu'est-ce qu'il disait? On en a beaucoup parlé ce week-end. Il dit, là, il faut aller jusqu'au bout. En l'occurrence, c'est une réaction à la chute de Liman, qui se trouve, antique devrait être prise, et l'utilisation d'armes nucléaires de faible puissance en est un exemple. Il parle de ces fameuses armes nucléaires tactiques, c'est comme ça qu'on les appelle, des armes de champ de bataille. On a la certitude qu'elles existent dans l'arsenal russe. Oui, tout à fait. Parce qu'on n'a jamais eu de photo. Hein. Nous, on a montré une fois une vue d'artiste. On s'est fait un peu chauffer les oreilles parce que c'était une vue d'artiste. Comme il y a plein de vues d'artistes. Non, mais on sait qu'il y a des missiles qui peuvent porter des charges nucléaires ou des charges classiques. Maintenant, aucune de ces armes n'a jamais été utilisée. Ni jamais testée, d'après ce qu'on a vu, ni jamais photographiée. Non. Donc Kadyrov est trop émotif à réappliquer le Kremlin. Donc brusquement, on a un Kremlin qui agite sans arrêt cette possibilité de l'arme nucléaire, y compris vendredi dernier, et tout d'un coup qui dit non, dans les moments difficiles, les émotions doivent être exclues. Nous préférons, là c'est le porte-parole de Vladimir Poutine, Peskov, nous préférons faire des évaluations de la situation mesurée et objective. Mais le chef, le commandant en chef, le président Poutine, ne nous a jamais menacé de l'arme nucléaire sous quelque prétexte que ce soit. Explicitement, non. Non, je dis même plus loin que ça. Il y a quelques jours, la seule fois où il a parlé de l'arme nucléaire, il a dit « Si vous l'utilisez, sachez que nous l'avons ». Implicitement, ça veut dire quoi? Je ne l'utiliserai pas en première instance. Général, pardon de reprendre un peu sur ce point, mais avant même l'invasion de l'Ukraine, si je ne m'abuse, il avait évoqué la possibilité pour les Occidentaux alliés à l'Ukraine de pénétrer le territoire criméen, de pénétrer la Crimée. Il avait dit, je vous rappelle que la Russie est une puissance nucléaire. Vous vous mettriez dans la situation de belligérant, et je vous rappelle que nous sommes une puissance nucléaire. Si ce n'est pas une menace, quand même, ça y ressemble. Mais précisément, David, le ver était dans le fruit. Les prémices de l'impuissance sont dessinées par les contours de la péninsule criméenne. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent bien sûr que c'est un territoire russe, et donc la même mécanique. Rira bien qui rira le dernier. Je suis en droit de. Or, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des incursions de Farhatov, c'est les morts. Ça fait partie de la dissuasion nucléaire. C'est cette ambivalence dont il ne faut pas sortir, et c'est pour ça que le discours est ambivalent, flirtant toujours avec les limites, avec nos craintes. Non mais pardon Elsa, mais quand on dit si jamais vous franchissez cette ligne, nous nous réservons tous les moyens, y compris ça s'appelle la dissuasion, et si la ligne est la dissuasion, elle se dégonfle un peu comme un souffle. Obama en Syrie. Oui, mais là, Obama en Syrie. Oui, mais ça dépend exactement ce syndrome-là. Ça dépend à quel agresseur vous pensez. Est-ce que si vous franchissez cette ligne, j'utiliserai mes armes nucléaires, ça s'adresse aux Ukrainiens, ou est-ce que ça s'adresse aux puissances elles-mêmes nucléaires? Est-ce qu'on est dans un système de dissuasion du fort au fort, ou dans un système de dissuasion du fort au faible? Non mais elle en l'occurrence les puissances nucléaires. Non, justement, quand Poutine, quand il disait à propos de la Crimée, attention, la Crimée, il s'adressait à une alliance.